Depuis 7 ans, il a émigré, c'est l'Europe. Il a effectué 4 années d'internat, 3 années de clinica, et c'est un chirurgien très complet par son activité clinique, mais aussi par le volet universitaire, à la fois en enseignement et en recherche. Au niveau de la recherche, nous avons la fausse recherche et l'évaluation, mais je crois que c'est très important. Et nous avons dans le service, depuis 1981, on avait mis cette base de données au point avec M. Leget, un suivi de tous les malades opérés sous circulation extracorporelle. Il y a une base de données de 40 000 malades, dont 15 000 valvulaires opérés de bioprothèses. Et l'on sait que les bioprothèses représentent actuellement l'alternative dans le remplacement valvulaire la plus utilisée. En témoigne le taux des bioprothèses par rapport aux valves mécaniques qui est passé de 50% à 80% au cours des 10 dernières années aux États-Unis. Et en France, ces chiffres-là étaient atteints auparavant. Le problème, c'est maintenant d'étendre peut-être les indications aux bioprothèses à des sujets plus jeunes, en sachant qu'on s'exposera à ce moment-là à des dégénérescences, car ces bioprothèses dégénèrent non pas au bout de 10 ans, mais plus souvent au bout de 12-15 ans, dans la majorité des cas. Si l'on étend ces indications, et elles sont justifiées pour éviter la prise d'anticoagulants au long cours et les accidents des anticoagulants, il faut savoir que ces patients pourront être réopérés et que les alternatives non chirurgicales de type TAVI, c'est-à-dire processus de valve mis en place par voie endovasculaire, pourront se développer, essentiellement d'ailleurs chez ces patients-là qui seront âgés. Les cardiologues ont développé très largement le TAVI, les chirurgiens heureusement sont restés très présents, car on a une supériorité considérable vis-à-vis des cardiologues, c'est qu'on connaît l'anatomie. Ils ne la connaissent pas, et ils ont posé toutes les indications de TAVI exclusivement sur des notions de terrain et de contexte, et jamais sur des notions anatomiques. Or, les chirurgiens cardiaques savent parfaitement que l'anneau anatomique n'est pas rond, il est ovalaire, que les trois queues ne sont pas de la même dimension, et qu'il y a de grandes variabilités. Si bien que toutes ces notions d'imagerie apparaissent fondamentales si on veut bien poser les indications. Imagerie en préopératoire, bien sûr, en utilisant le 3D, écho 3D, mais aussi, bien sûr, scanner 3D, mais aussi ensuite en pouvant modéliser pratiquement l'intervention qu'on va avoir à faire, et ce, grâce aux salles hybrides qu'on a réussi à avoir en se réunissant à nos chirurgiens vasculaires qui avaient disons, un passé plus important d'expérience par des voies endo-artérielles. Donc le travail de Gianvito Ruggeri est ciblé sur l'analyse anatomique en 3D de ces bioprothèses altérées pour savoir si on pourra promettre à ces gens, à ces malades, à qui on mettra une bioprothèse, que quand elles dégénéreront 12 à 15 ans après, on pourra utiliser un processus endovasculaire et par là même réduire considérablement le risque de la réintervention. Voilà, j'étais un peu long, mais c'était pour vous donner le cheminement de ce travail qui peut paraître un peu particulier. De recherche que je peux mener grâce à la collaboration de l'équipe de recherche des ingénieurs de l'Université de Rennes et qui représente le sujet de mon programme de thèse de sciences qui va être présenté dans les semaines à venir. Donc, sous l'analyse morphologique des préopératoires des bioprothèses aortiques dégénérées par segmentation d'images tomodensitométriques et l'intérêt de cette étude dans les procédures qu'on appelle valve-in-valve. Donc, le remplacement valvulaire aortique, on sait bien qu'il représente le gold standard dans la pathologie valvulaire aortique. Et l'utilisation des bioprothèses valvulaires a considérablement augmenté dans les dernières années grâce à l'amélioration des techniques chirurgicales, la durabilité des bioprothèses même et la qualité de vie que les patients ont après cette implantation. Ceci a permis une diffusion des bioprothèses aussi aux patients plus jeunes. Mais malheureusement, ces bioprothèses dégénèrent. Et la dégénérescence, il s'agit d'une dégénérescence surtout des foyers valvulaires, donc des calcifications, des déchirures des foyers, qui nécessitent une réintervention à distance.
On a vu en littérature que la réintervention peut être menée avec des risques qui sont à peu près pareils à la première intervention si les patients n'ont pas de comorbidité. Mais lorsque les patients commencent à devenir âgés avec des pathologies associées, ce risque opératoire commence à augmenter de façon importante. Une récente étude qu'on a conduite à l'hôpital de Rennes a montré que les patients à haut risque chirurgical, donc avec un Euroscore logistique supérieur à 25%, montraient une mortalité supérieure à 25% et une mortalité qui peut arriver en littérature jusqu'à 30%. En 2002, les valves percutanées aortiques ont changé un peu la façon de voir les choses. Donc les chirurgiens de nouvelle génération sont confrontés avec cette nouvelle technologie, la nécessité d'utiliser et de travailler dans une salle hybride et la nécessité d'utiliser l'imagerie. L'imagerie qui peut être faite en différentes façons. Les valves percutanées nous permettent d'implanter une prothèse valvulaire aortique à l'intérieur d'une valve aortique native chez les patients à haut risque chirurgical qui ne sont pas opérables. Les voies d'abord sont plusieurs, sont des voies vasculaires surtout, donc transfémorales, transaxillaires, mais on peut utiliser aussi la pointe du cœur, donc transapicale et transaortique, sont des voies plus récentes. Donc les devices actuellement disponibles sont deux dans le commerce, c'est la valve Edwards et la Core Valve. La première, elle va être déployée grâce à l'expansion d'un ballon. Et la deuxième, elle est en nitinol et donc elle est auto-expansible. Et dans le même concept, a été développée cette option séduisante pour les bioprothèses aortiques. La première implantation en 2007, on peut larguer une valve percutanée à l'intérieur d'une bioprothèse dégénérée. Donc, il y a eu la première implantation en 2007, mais après, plusieurs petites études ont montré la faisabilité de cette technique. Et récemment, au PCR à Londres, en octobre 2012, il a été présenté le premier registre valve-in-valve. C'est un registre mondial qui, comme vous voyez, a seulement 470 cas. Donc, c'est une technique qui est très très récente. Imaginez que les valves percutanées, depuis le 2002, on a eu plus de 40 000 implantations dans le monde aujourd'hui. Ce registre a montré qu'il y a quand même des problèmes en ce qui concerne la sélection des cas sur la base des altérations de la bioprothèse et que la technique d'implantation reste empirique parce qu'on a plusieurs types de bioprothèses dans le marché qui peuvent dégénérer avec des stents qui sont différents. Et donc, ceci reste quand même une option séduisante pour les patients à risque chirurgical, mais il faut faire un pas supplémentaire au niveau de l'imagerie pour résoudre certains problèmes. L'idée de départ que j'ai eue et que j'ai pu développer grâce à la collaboration des ingénieurs de Rennes est basée sur le fait que l'analyse 3D est une analyse naturelle qui nous permet de comprendre les structures d'intérêt, augmenter la compréhension de ces structures et de faciliter la planification d'une procédure chirurgicale ou endovasculaire. Ceci est aujourd'hui déjà en réalité en tout ce qui concerne les pathologies vasculaires. On voit qu'on arrive à faire des reconstructions tridimensionnelles grâce aux scanners injectés et synchronisés avec l'ECG. Et on peut tout analyser au niveau vasculaire. Mais on ne peut pas, avec les moyens actuels, obtenir des reconstructions tridimensionnelles des bioprothèses
aortique dégénéré. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que les foyers sont trop fins par rapport à la capacité du scanner au niveau de l'imagerie. L'épaisseur des foyers est petite et les images scanners synchronisées sont des images bruitées qui présentent des artefacts liés au stent métallique de la bioprothèse et au mouvement du cœur. Donc, on doit prendre en considération des nouvelles méthodes qui puissent permettre de traiter ces images haute résolution. Et donc, on a essayé de développer ces méthodes. Donc, le but de notre étude, c'est d'évaluer la faisabilité d'une analyse tridimensionnelle des bioprothèses valvulaires aortiques dégénérées par segmentation d'images tomodensitométriques pour pouvoir faciliter leur évaluation morphologique, aider à la sélection des cas pour les procédures valve-in-valve et améliorer la planification éventuellement de cette procédure. Nous avons donc considéré des patients soumis à un remplacement valvulaire aortique chirurgical par bioprothèse et en attente d'une réintervention pour dégénérescence de bioprothèse. En 3 ans, nous avons considéré environ une dizaine de patients. 6 ont été exclus pour des raisons qui représentent des contre-indications au scanner injecté synchronisé. Donc des opérations en urgence, la présence d'une arythmie chronique, des patients avec une situation fonctionnelle avancée, l'insuffisance rénale et les allergies aux produits de contraste. Donc on a pu considérer 4 bases de données, 4 patients que vous voyez ici représentés. Ici sont les bioprothèses explantées des 4 patients. Sont des bioprothèses, la première c'est une bioprothèse péricardique, donc avec des foyers valvulaires qui sont quand même un peu plus épais par rapport aux autres. Et les autres sont des prothèses porcines. Donc c'est des vraies valves de porc qui sont montées sur des stents métalliques, plus ou moins complets. Parce que, par exemple, celle-ci, c'est une valve de la société Medtronic Mosaic qui présente simplement 3 petits bagues en haut des picots et le reste du stent n'est pas métallique. Là, les bioprothèses ont été explantées avec une moyenne de 12 ans de la première intervention. Ceci sont les protocoles d'acquisition. Ont été réalisés par un scanner multicoupe 64 détecteurs qui nous a permis de réaliser des images préopératoires qu'on appelle in vivo, obtenues par un scanner coronaire synchronisé à l'ECG, qui bien évidemment fait partie de l'analyse préopératoire standard d'un patient qui va être réopéré, avec une reconstruction rétrospective de plusieurs phases du cycle cardiaque, comme on fait normalement pour ce type de scanner. Et la diastole, le 70% du cycle cardiaque, a été considérée la plus adaptée pour analyser une bioprothèse avec les foyers en position de fermeture. Une fois explantée, la bioprothèse a été analysée toujours par une méthode scanner, donc des images post-opératoires de la bioprothèse dégénérée, avec un protocole Rocher, qui est un protocole à haute résolution, et ces images ont été utilisées comme référence. Donc on a créé une approche qui a été proposée pour cette analyse morphologique d'une bioprothèse. Donc ce qu'on fait tout d'abord, c'est de sélectionner une région d'intérêt. Donc, quand on parle de voxel, en fait, c'est l'unité cubique d'une image. Donc, ce qu'on fait avec cette région d'intérêt, c'est d'essayer de réduire la taille de la région cubique du scanner au maximum autour de la bioprothèse, de façon à aller analyser simplement les foyers valvulaires. Ceci va nous réduire les artefacts, ne va pas les éliminer complètement, mais réduire les artefacts liés au stent, que vous voyez ici, et le bruit de la région cubique.
Après, il y a une phase de pré-traitement d'image. C'est rien d'autre qu'un débruitage. Débruitage fait par des filtres. Le but, c'est d'augmenter le rapport signal-bruit, de façon à réduire au maximum le bruit de ces images. Ont été utilisés deux types différents de filtres qui ont montré une supériorité par rapport à d'autres qui ont été testés. Les filtres de diffusion anisotrope, mais surtout le filtre stick qui a été développé vraiment dans notre unité de recherche. C'est un filtre qui normalement est appliqué aux images Doppler et qui a été adapté pour les images scanner, qui repose sur le partitionnement du voxel considéré en un ensemble de bâtonnets asymétriques pour effectuer un filtrage non linéaire de l'image. En raison de son asymétrie, ce filtre fait obtenir des meilleures performances en ce qui concerne la qualité des détails des structures fines. En ce qui concerne la segmentation, ça veut dire la vraie reconstruction de l'image, nous avons utilisé des méthodes qui sont basées sur une croissance des régions. Cette méthode part tout d'abord avec une sélection de points germes, et après il y a une évaluation du voisinage de chaque point germe selon des critères qui sont basés sur la densité du tissu qui est analysé par le scanner, donc selon les unités à Hirschfeld de radiologie et du scanner. Il y a donc une détermination des voxels qui appartient à la région de ceux qui n'appartiennent pas. Et les voxels qui appartiennent à la région d'intérêt, deviennent des nouveaux points germes. Et donc, l'algorithme répare. Donc, il y a trois méthodes qui ont été testées. Une qui est plus itérative, qui permet d'utiliser un logiciel qui est disponible sur le net et qui est facile à utiliser pour n'importe quel opérateur. Et par contre, qui nécessite une interaction importante, ça veut dire une sélection de plusieurs points germes. Les deux autres ont besoin d'un opérateur expert en ingénierie qui utilise un software qui s'appelle, un logiciel qui s'appelle MATLAB. Et ceux-ci ont été appelés croissance des régions par méthode stick, qui a le même concept du filtrage qu'on a vu tout à l'heure, et la recherche exhaustive stick, qui en fait c'est une méthode basée sur le seuillage. Les résultats du pré-traitement, donc du débruitage, ont montré que les filtres qui ont donné les meilleurs résultats sont les filtres de diffusion anisotrope, mais surtout le filtre stick. C'est une appréciation qui est qualitative, mais c'est aussi une appréciation quantitative due au calcul du rapport signal-bruit qui a été évalué pour tous les filtres, et le filtre stick a permis d'obtenir les meilleurs résultats pour toutes les bases de données. Voici les résultats au niveau des reconstructions. Donc, c'est la première, c'est une valve péricardique, comme on a dit. Donc, on voit qu'il y a un prolapsus d'un foyer qui est calcifié. Et ce prolapsus, ça se traduit en termes d'imagerie dans une perte d'une commissure au niveau des trois reconstructions in vivo. La deuxième, c'est un cas qui est intéressant parce que en fait, on avait la présence d'un panus subvalvulaire calcifié qui représente une vraie contre-indication à la méthode d'implantation d'une valve percutanée. Et donc, ce panus-là a été détecté grâce à l'imagerie in vivo. Voici le troisième cas, un cas de calcification d'un foyer avec une sténose de la bioprothèse. Et le quatrième, un cas de début d'endocardite. On voit la déformation de la valve mosaïque qui ne présente pas de stent complet dans les images in vivo. Une analyse quantitative a été menée avec une quantification du volume des voxels pour chaque composante des bioprothèses.
qui a été représenté de cette façon, qui nous permet de voir qu'il n'y a pas énormément de différence entre les trois méthodes qu'on a utilisées. L'analyse 3D préopératoire des bioprothèses dégénérées est donc faisable, mais les images scanner ont besoin d'un traitement supplémentaire, en ce qui concerne le débruitage. Une fois améliorées, ces images peuvent être segmentées et les reconstructions qui en résultent peuvent aider à visualiser directement la morphologie des foyers valvulaires et pourraient jouer un rôle dans la compréhension du mécanisme de dégénérescence des bioprothèses. De plus, ces méthodes arrivent à identifier la présence des calcifications des foyers ainsi que la présence d'un panus sous-valvulaire que, je rappelle, représente une contre-indication à l'implantation d'une bioprothèse. Dans les perspectives, la caractérisation des propriétés mécaniques des foyers normaux ou dégénérés pour les différents types de bioprothèses permettrait de créer une base de données des références. Et de cette façon, les reconstructions 3D des bioprothèses pourraient représenter dans un futur proche un outil important pour améliorer la planification de la procédure valve-in-valve ou pourrait être utile pour simuler cette procédure en préopératoire. Permettez-moi de remercier le groupe qui a permis la finalisation de ce travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce travail très original et très bien présenté. Avez-vous des remarques, Monsieur Grangebach? Je voudrais vous féliciter pour ce travail. Actuellement, est-ce que vous pensez qu'il est indispensable de faire cette méthodologie pour avoir les contre-indications de la mise de la valve dans la valve? Deuxièmement, est-ce que cette technique permet de choisir le type d'endovalve qu'il faut mettre, c'est-à-dire que ce soit Corval ou l'autre? Et puis troisièmement, en ce qui concerne la taille, étant donné qu'on connaît la taille de bioprothèse qui est déjà en place, est-ce qu'avec cette méthode, ça vous permet de savoir qu'il faut mettre la même taille, un peu plus grande ou un peu plus petit? Donc, en ce qui concerne la première question, en fait, ce travail nous permet déjà de considérer la possibilité d'implanter des dans l'immédiat, en fait, c'est simplement une étude de faisabilité. Ça veut dire de comprendre si on arrive avec des méthodes, des nouveaux algorithmes à représenter ces bioprothèses dans une façon tridimensionnelle, donc dans une façon réelle pour pouvoir les analyser. Cette analyse pourrait aider à mon avis, déjà au niveau du suivi des patients qui ont une bioprothèse. Ça veut dire qu'à la place d'arriver à analyser ces bioprothèses à leur situation de dégénérescence totale et complète, il faudrait plutôt les analyser dans le temps pour pouvoir évaluer la progression de cette dégénérescence et évaluer dans le temps comment on peut modifier la stratégie. En ce qui concerne les tailles, bien évidemment, ces images peuvent être exploitées de toute manière. Toutes les mesures peuvent être possibles en ces images tridimensionnelles et donc elles peuvent bien aider à choisir une taille plutôt qu'une autre. Bien évidemment, l'analyse morphologique des foyers valvulaires nous permettrait de comprendre si, par exemple, il y a des calcifications importantes des foyers qui ne sont pas, qui n'est pas possible d'écraser complètement, et donc nous permettrait par exemple, d'éviter d'implanter une endovalve à l'intérieur de ces bioprothèses, comme la présence d'un panus, etc. Mais même dans le cas dans lequel on se trouverait dans la nécessité d'implanter une endovalve, on pourrait quand même évaluer la différence de calibre la différence de calibre mesurée aux images 3D pour pouvoir choisir éventuellement l'endovalve la plus petite disponible. Voilà. Avez-vous essayé de partir de données RMN? De données RMN.
IRM, oui, oui. J'ai essayé d'évaluer aussi. En fait, le point de départ, c'était une analyse multimodale avec des images éco 3D et IRM. Mais on a vite compris que l'IRM n'est pas, au moins pour le moment, il n'existe pas des séquences d'acquisition adaptées en ce qui concerne les bioprothèses. Et ça, c'est beaucoup plus important, les séquences d'acquisition dans l'IRM plutôt que dans le scanner. Et surtout, le stent métallique représente vraiment un problème dans l'IRM parce qu'il y a du nickel dans ces stents et donc on n'arrive pas, on a des artefacts qui sont très très importants, donc on n'arrive pas du tout à analyser ces images. Donc la mieux adaptée, c'est l'imagerie par scanner synchronisé. Bon, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup d'ailleurs. Et ceux qui voudraient encore poser des questions auront la possibilité dans quelques instants de les poser après la séance. Je vous félicite. Hein.